Donc, bienvenue dans ce premier webinaire organisé par la CPAM du Puy-de-Dôme. Je suis Pauline et aujourd'hui, je serai votre animatrice sur cette session. Donc, on va vous rappeler les différentes règles avant de commencer ce webinaire. Donc, je vous informe que les micros et les caméras des participants ont été coupés par l'organisateur. Ce webinaire a été enregistré, comme vous l'avez entendu dans le message précédent, et il sera du coup disponible en replay sur la chaîne YouTube de la CPAM du Puy-de-Dôme. Le lien de ce replay vous sera donné a posteriori sur les différents supports de communication qui vous seront donnés sur amélie.fr et par mail. Merci de ne pas utiliser la fonctionnalité lever la main sur Zoom. Et enfin, vous pouvez poser toutes vos questions par écrit dans la discussion Zoom. Et une foire aux questions sera disponible à la fin de ce webinaire en reprenant toutes vos interrogations sur les différents sujets abordés. Donc pour ce webinaire, nous accueillons Joëlle Kondakuni et Chantal Poliani. Donc je vous laisse vous présenter, mesdames. Donc bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ce webinaire qui est le premier organisé par la Caisse primaire du Puy-de-Dôme à votre intention. Je m'appelle Chantal Poliani, je suis manager du secteur accompagnement des offreurs de soins, gestion du risque et régulation. En introduction, ce que je voulais vous dire, c'est que, comme vous le savez, en fait, l'initiative du recrutement d'un assistant médical revient au pouvoir public et à l'assurance maladie, qui en 2019, en fait, ont imaginé un dispositif qui a pour vocation à vous décharger de certaines activités et vous permettre de vous concentrer sur votre cœur de métier, à savoir le soin. Donc ça répond en fait à deux difficultés que tout le monde connaît, à savoir la difficulté d'accéder à un médecin traitant, parfois sur certains territoires, mais également du fait de la tension au niveau de la démographie médicale, la difficulté à prendre un rendez-vous et à avoir des délais qui s'allongent. Donc, création d'une nouvelle fonction, une fonction qui va vous venir en soutien. Donc, on a fait le choix de vous présenter ce webinaire de la façon suivante. On va s'appuyer sur le témoignage d'un recrutement réussi à la MSP de Jaude. Et ce témoignage sera appuyé par l'éclairage que va nous apporter Joëlle Kondakuni, qui est responsable du service de promotion de l'exercice coordonné à la Caisse, qui répondra également à toutes les questions que vous allez nous poser sur le chat. Alors, bon webinaire à tous. Merci Chantal. En effet, je suis responsable du service promotion de l'exercice coordonné. Donc, en plus du déploiement des maisons de santé pluripro et des communautés professionnelles territoriales de santé, je suis également en charge du pilotage du déploiement des assistants médicaux. Et justement, je voulais remercier infiniment les docteurs Richard et Fabre qui ont accepté de témoigner de leur expérience pour le recrutement d'un assistant médical. Et je suis aussi très, très heureuse d'être avec vous. Donc ce webinaire sera composé en 3 parties. Donc une première partie sur pourquoi recruter un assistant médical, quels sont les avantages à recruter ce type de personnes. Une partie sur le recrutement et comment ça se passe concrètement. Et enfin, une dernière partie sur comment on organise son temps de travail et comment on forme son assistant médical. Donc, comme l'a dit Chantal tout à l'heure, tout au long de ce webinaire, vous aurez le témoignage des docteurs Fabre et Richard. Ce témoignage sera aussi disponible sur la chaîne YouTube, dans les supports qu'on vous donnera suite à ce webinaire. Donc, pas de souci si vous avez besoin de réécouter leur témoignage. Donc, première partie, pourquoi recruter un assistant médical? Donc, les témoignages des docteurs Amélie, Richard et Julien Fabre. Bonjour, je suis le docteur Fabre Julien, médecin généraliste à la MSP de Joz. Et moi, je suis le docteur Amélie Richard, médecin généraliste à la MSP de Joz. Alors, j'ai recruté un assistant médical au tout début de cette possibilité parce que j'étais débordée de travail de coordination. Et je connaissais aussi une personne qui avait vraiment le profil de ce poste et qui cherchait du travail. Et donc, je me suis lancée. Alors quant à moi, je ne connaissais pas du tout l'existence de ce poste. Par contre, j'ai pu observer Mariama pendant ses 6 premiers mois d'exercice auprès du docteur Richard. J'en ai déduit qu'elle pourrait m'être très utile pour m'économiser du temps médical et notamment recevoir des nouveaux patients, absorber plus de patients dans une journée.
c'est ce qui m'a décidé à démarrer dans l'aventure au bout de 6 mois. Mariama nous apporte beaucoup dans notre pratique quotidienne, essentiellement sur 3 points. D'abord sur les soins, en réalisant des bandelettes urinaires, des électrocardiogrammes. Elle peut prendre les mensurations des nourrissons, les constantes de nos patients chroniques avant que nous intervenions. Elle est aussi impliquée dans les démarches administratives qui nous prennent beaucoup de temps, aller sur Amélie Pro. Participer aux réunions de concertation pluriprofessionnelles et en faire les comptes rendus. Et elle nous apporte aussi pour la coordination avec les autres professionnels de santé, prendre des rendez-vous pour les patients, se coordonner. Donc, comme on vient de le voir, en fait, le fait de recruter un assistant médical, c'est du temps gagné, que ce soit sur des tâches administratives ou des tâches médicales. Il vous appartient en fait de définir en amont les tâches que vous allez confier à votre assistant médical, en sachant que le choix que vous allez faire au départ ne sera pas forcément ce qui se passera en réalité, et on le verra tout à l'heure, il y aura forcément une évolution. Avant d'aller plus loin, Joël, est-ce que tu peux nous rappeler en fait le dispositif et aussi nous présenter un peu les avantages pour chacun des acteurs concernés par le dispositif? Bien entendu, Chantal. Alors, les avantages de recruter un assistant médical. Donc, je vais revenir un petit peu aux origines du dispositif. Chantal vous l'a dit tout à l'heure, il a été mis en place en 2019 et il a été enrichi en 2020, en septembre 2020, de mesures supplémentaires pour les médecins qui exercent dans des zones à faible démographie médicale. Alors, juste un petit élément, en 2019, seuls les médecins exerçant en zone d'intervention prioritaire avaient le droit d'avoir une aide financière à temps plein. Et cette mesure a été étendue avec l'avenant 8 en 2020, avenant 8 à la convention médicale, bien évidemment, qui étend cette mesure aux médecins qui exercent en zone ZAC, zone d'action complémentaire, et ils pourront bénéficier d'une aide financière à taux plein sous certaines conditions. Mais nous reviendrons sur ces éléments d'ici quelques minutes. Pour le moment, comme le disait Chantal, je vais vous parler des missions, enfin plutôt avant de parler des missions, des avantages de recruter un assistant médical. Alors, tout d'abord, l'objectif premier, c'est un des enjeux de ce dispositif, c'est se dégager du temps de soins. Le médecin a besoin donc de pouvoir déléguer du temps qui n'est pas consacré aux soins. Ça va lui permettre, cette délégation de temps, d'améliorer ses conditions d'exercice et forcément d'optimiser son efficience médicale. C'est-à-dire, pour le médecin, s'il se libère du temps non consacré à de l'activité médicale, il va pouvoir prendre davantage de patients. Et justement, pour les patients, ça va permettre de favoriser l'accès aux soins et d'améliorer les délais de prise en charge. Si mon médecin peut prendre davantage de patients, je pourrai attendre moins de temps et j'accéderai plus facilement aux soins. Ces nouvelles missions ont un intérêt aussi pour la personne qui va tenir l'emploi d'assistant médical, notamment dans l'accompagnement du patient aux côtés du médecin. Ce sont des tâches qui sont valorisantes et elle va permettre également, en plus de l'aide à la consultation du médecin, son activité va permettre de gérer les dossiers du patient, mais également faire des missions de coordination avec d'autres professionnels de santé ou des établissements médicaux ou médico-sociaux. Ces missions de coordination seront bien évidemment possibles si elles ne requièrent pas une expertise médicale. Elle pourra également accompagner les patients sur des actions de prévention. Voilà, donc j'espère vous avoir convaincu sur les avantages de recruter un assistant médical. Et on peut passer à la partie suivante. Donc, juste avant de passer à la partie suivante, on a une question, Joël. On nous demande comment on répartit les tâches administratives avec celles des soins. Alors, je vais répondre très rapidement, mais je vais revenir tout à l'heure à la fin de la présentation. En fait, l'assistant médical, ce n'est pas une secrétaire. Il peut faire un peu d'administratif, mais déjà, on sait que ça doit être une part moindre de son activité. En fait, pour le reste,
Nous allons voir tout à l'heure que ça dépend du profil de l'assistant médical, de la formation qu'il aura suivie, mais surtout du choix du médecin qu'il emploie. Les actions, les missions réalisées par l'assistant médical sont en fait cadrées par le médecin. Nous verrons ça tout à l'heure. Merci Joëlle. D'autres questions, Pauline? Non, pas pour le moment. Ok. Donc, on va passer à la partie 2 qui est sur le recrutement, avec toujours un témoignage des docteurs Richard et Fabre. Attention, il y a un décalage entre l'image et le son. Ça vient de la connexion Zoom, donc pas de panique. Vous aurez la vidéo en entier à la fin du webinaire. Alors, pour recruter Mariama, c'est une personne que je connaissais déjà auparavant. Elle avait fait des études de droit, rien à voir avec le soin, mais je la connaissais parce qu'elle gardait mes enfants, en fait. Et elle se montrait très humaine et très intéressée aux relations, notamment avec les enfants. Donc, j'ai décidé de la recruter parce qu'elle cherchait du travail. On a fait le contrat de travail avec le comptable et elle a été formée sur les soins au sein de la MSP. Pendant les 6 premiers mois d'activité de Mariama auprès du docteur Richard, j'ai pu apprécier son côté humain avec un très bon relationnel avec les patients. Pour une personne qui finalement était issue d'un monde très éloigné du soin, elle a montré un très grand intérêt pour le soin et c'est ce qui m'a motivé pour travailler avec elle. Donc, comme nous venons de le voir, en fait, le recrutement, c'est un recrutement classique. Vous pouvez vous appuyer sur votre réseau personnel, votre réseau professionnel ou l'ensemble des opérateurs de l'emploi qui existent sur le territoire. Mais néanmoins, avant de se lancer dans cette opération de recrutement, il est important de revenir sur les critères d'éligibilité et donc que va nous rappeler Joëlle. Alors, pour recruter, différentes conditions sont à respecter. La toute première, c'est de se poser la question si l'on exerce une spécialité qui est éligible. Alors, je ne vais pas tout vous détailler, simplement à titre d'exemple, les médecins de spécialité médecine générale sont éligibles France entière, comme d'autres spécialités, les cardiologues par exemple, ou les ophtalmologues. Toutes ces spécialités sont éligibles au niveau national. Après, pour chaque département, il peut y avoir des spécificités. Pour nous, dans le département du Puy-de-Dôme, nous avons les stomatologues et les néphrologues qui sont éligibles au recrutement d'un assistant médical. Ça, c'est pour la première condition, la spécialité exercée. Il y a ensuite d'autres conditions. Tout d'abord, exercer en secteur 1. Si le médecin n'exerce pas en secteur 1, c'est-à-dire qu'il exerce en secteur 2, il doit être signataire d'une option tarifaire maîtrisée, Optam ou Optamco, et bien évidemment, dans une spécialité éligible. C'est-à-dire par exemple, un dermatologue exerçant en secteur 2 devra avoir signé un Optam pour pouvoir prétendre à bénéficier de l'aide au recrutement d'un assistant médical. Une autre condition, c'est avoir un niveau d'activité minimal requis. Je vous en parlerai tout à l'heure et nous évoquerons la notion de taille de patientèle et donc de percentile. Autre condition, avoir validé le volet 1 du forfait structure, que l'on soit médecin généraliste ou médecin spécialiste. Le volet 1 du forfait structure est relatif à l'installation du cabinet. Une condition, c'est l'exercice en mode regroupé, c'est-à-dire être au moins 2 médecins à exercer dans le même lieu physique. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez qu'il y a une condition dérogatoire à ce critère, notamment pour les médecins exerçant en zone d'intervention prioritaire, les ZIP ou les ZAC, zones d'action concertée. Ces médecins peuvent également, s'ils n'existent pas en mode regroupé, devoir montrer qu'ils travaillent dans une logique de coordination renforcée.
Un des derniers critères, c'est s'engager dans une démarche d'exercice coordonné dans les 2 mois qui suivent le contrat d'aide au financement pour le recrutement d'un assistant médical. Par exercice coordonné, on entend bien évidemment les maisons de santé pluripro, les communautés professionnelles territoriales de santé, mais également des équipes de soins primaires ou des formes d'organisation coordonnée. Voilà, donc pour ces critères, nous avons fait le tour des principaux éléments. Ensuite, une fois qu'on s'est posé la question, est-ce que j'ai toutes les conditions requises pour recruter un assistant médical? On va voir comment recruter et surtout avant, qui recruter. Alors, il n'y a pas de profil spécifique pour être assistant médical. On ne va pas demander un niveau de formation initiale. Simplement, nous allons distinguer 2 types de profils, le profil soignant et le profil non soignant. Alors, qu'est-ce qu'on appelle profil soignant? C'est une personne qui a un diplôme d'État d'infirmier, d'aide-soignant ou d'ambulancier. Et les non soignants, c'est toute catégorie confondue, qu'on soit étudiant, vous verrez que ce sera le cas de Mariama tout à l'heure, ou alors d'avoir une formation universitaire ou pas de formation. Et on verra qu'une fois que l'assistant médical a été recruté par le médecin, il y a une obligation de suivre une formation dont la durée dépendra de ce profil. Mais nous y reviendrons d'ici quelques minutes. Alors, où on peut recruter cet assistant médical? Eh bien, en fait, comme n'importe quel salarié du cabinet médical, on peut s'adresser à Pôle emploi, à une agence spécialisée en recrutement de personnel médical, paramédicaux ou administratifs, des groupements d'employeurs, des structures de formation professionnelle qui sont certifiées pour former au certificat de qualification d'assistant médical, nous y reviendrons tout à l'heure, passer une annonce dans la presse, pourquoi pas chez votre boulanger, mais aussi le réseau personnel ou professionnel. C'est le cas du docteur Richard qui connaissait Mariama à titre personnel. Alors, une fois qu'on a trouvé notre candidat, on va s'occuper de son contrat de travail. Donc, 3 types de contrats de travail sont possibles, soit un contrat à durée indéterminée, soit un contrat à durée déterminée, ou faire la formation en alternance. Donc, ces contrats peuvent être faits en direct avec le médecin ou en passant par l'intermédiaire d'un groupement d'employeurs. Nous allons nous intéresser aux aides qui sont apportées par l'assurance maladie. Alors, je ne vais pas tout vous détailler. Nous allons prendre un exemple. On va prendre un médecin qui recrute un assistant médical à tiers-temps. C'est-à-dire, alors on va rester sur cette diapo, s'il te plaît, Pauline. Voilà, super, merci. Voilà. Donc, on va prendre l'exemple du médecin qui sollicite une aide financière à hauteur d'un tiers-temps. Alors, je vais simplement vous préciser que le contrat d'assistant médical, d'aide financière au recrutement d'un assistant médical, est signé pour 5 ans. Donc, cette aide financière va se déployer sur les 5 ans. Si on prend notre exemple à tiers-temps, la première année, le médecin va toucher 12 000 €. La seconde année, il va toucher 9 000 €. La troisième année et les 4e et 5e années, il va toucher 7 000 € sous réserve d'avoir atteint ses objectifs. Alors, on ne verse pas cette aide au bout d'1 an de contrat. Lors de la signature du contrat, l'assurance maladie versera au médecin 70% des 12 000 €. Au bout d'1 an, seront versés les 30% des 12 000 € et 70% des 9 000 €. Pendant les 2 premières années, on ne regarde pas les objectifs parce que si vous avez une aide financière en contrepartie, on va vous demander d'augmenter votre patientèle. Et on commence à regarder l'augmentation de la patientèle
à partir de la 3e année. Et ensuite, 4e et 5e année. Donc, l'objectif que l'on va vous fixer devrait être atteint au bout de la 3e année de contrat et maintenu les 4e et 5e années. Il y a donc 2 types de contrats courants d'aide au financement, l'aide financière à tiers-temps et l'aide financière à mi-temps. Vous pouvez très bien recruter un assistant médical à mi-temps en contrat de travail et demander une aide financière uniquement à hauteur d'un tiers-temps. L'inverse n'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir une aide financière dont le temps est supérieur au contrat de travail effectif. Exemple, je ne peux pas demander une aide à hauteur d'un mi-temps si mon assistant médical est employé à tiers-temps. Il existe une 3e catégorie d'aide financière, c'est l'aide qui est calculée sur un plein temps, 100%, c'est-à-dire 35 heures. Alors, je ne vais pas m'étendre sur cette mesure. Cette aide est réservée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aux médecins exerçant en zone d'intervention prioritaire ou, sous certaines conditions, pour les médecins qui exercent en zone d'action complémentaire. Nous allons passer à la slide suivante. Alors, je viens de vous parler de l'aide financière et je vous ai dit que s'il y avait aide financière, on demandait aux médecins une contrepartie en matière d'augmentation de la patientèle. Donc là encore, je ne vais pas vous détailler tout le tableau, je vais prendre un exemple. Mais avant, je vais vous expliquer ce qu'on entend par percentile. Le choix de vos représentants nationaux et de la Caisse nationale d'assurance maladie, lorsque cet accord a été signé, ça a été d'adapter les objectifs de patientèle en fonction de la taille de patientèle et surtout aussi identifier un minimum de patientèle pour lequel l'assistant médical sera utile. Donc, déjà, dans un premier temps, c'est le percentile 30 qui donne droit à l'aide financière pour le recrutement d'un assistant médical. Le percentile, en fait, identifie une taille de patientèle. Donc, très rapidement, je vais vous expliquer comment ça a été fait. Pour chaque spécialité, qu'on soit en médecine générale, en ophtalmologie ou ce genre de choses, la patientèle, il y a une moyenne nationale qui a été calculée, par exemple, de tous les médecins spécialistes en médecine générale. Et ensuite, cette moyenne nationale a été coupée en 10 tranches. Voilà. Donc, par exemple, pour l'aide financière, si nous avons une patientèle à hauteur d'un percentile 50, nous allons avoir donc une aide financière, quelle qu'elle soit. Si nous sommes dans un tiers-temps, nous allons demander à ce médecin qui est du percentile 50 d'avoir une augmentation de sa patientèle de 15% au bout de 3 ans. Alors, une petite subtilité, nous allons voir dans l'exemple tout à l'heure que l'augmentation se fait sur 2 données pour le médecin généraliste et un seul élément pour le médecin spécialiste. Voilà. Donc, on va pouvoir passer à l'exemple. Voilà. Alors, on va prendre le cas du médecin généraliste qui a une patientèle médecin traitant de 1000 personnes et une file active de 1600 personnes. Cela correspond à un percentile de 50. Alors, qu'est-ce que la file médecin traitant? Qu'est-ce qu'est la file active? Alors, par file active, FA sur le diapo, on entend le nombre de patients différents qui a été vu dans une année, c'est-à-dire sur 12 mois. Peu importe que le médecin soit déclaré ou pas médecin traitant du patient. Par contre, la file patient-médecin traitant,
c'est le nombre de patients que l'on a vus sur 12 mois et qui ont choisi ce médecin comme médecin traitant. Donc, si nous revenons à notre exemple d'un médecin qui a donc 1000 personnes en médecin traitant et une file active de 1600, il a choisi une aide financière à hauteur d'un tiers-temps. Il a donc une obligation d'augmenter au bout de 3 ans, pardon, non pas de 15 ans, de 3 ans, d'augmenter sa patientèle de 15%. Voilà. Et de la maintenir les 4e et 5e années. Donc, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Si on part d'une patientèle de 1000 personnes en patientèle médecin traitant, cela va représenter une augmentation de 150 patients, soit au bout des 3 ans, 1150 patients. Et on va maintenir cette patientèle les 4e et 5e années. Même calcul pour la file active, cela représente une augmentation de 240 patients au bout de 3 ans, soit au total 1840 patients. Si on s'en tient à la file médecin traitant, par exemple, 150 patients sur 3 ans, ça représente 50 patients par an en moyenne. Et pour nos 240, 80 patients. Voilà. Quelque chose que je ne vous ai pas précisé tout à l'heure, mais que je vais vous dire, plus le médecin a une patientèle élevée, moins on va lui demander d'augmenter sa patientèle. Pour les plus hautes patientèles, c'est-à-dire un percentile 95, on demande un maintien de patientèle et non pas une augmentation. Voilà. Donc, c'est pour vous montrer que le dispositif s'adapte vraiment à la situation personnelle et professionnelle du médecin. Voilà pour cet exemple. Donc, Pauline, a-t-on des questions? Oui, on a des questions. Donc, la première, c'est l'exercice coordonné 2 mois ou 2 ans pour y adhérer. 2 ans pour y adhérer. Ok. Ensuite, on a une autre question. Au bout de 5 ans, les aides se terminent ou est-ce qu'elles sont pérennes? Alors, il est prévu, c'est la question que la plupart des médecins posent lorsqu'ils souhaitent recruter un assistant médical, il est prévu que l'avenant 7 et la partie de l'avenant 8 relative aux assistants médicaux soient prolongées et soient rediscutées lorsque la nouvelle convention médicale aura été négociée. Tout ce que je peux vous dire, et c'est ce qui est inscrit sur votre contrat, c'est un contrat donc de 5 ans reconductible. Vous dire exactement comment, de quelle façon il sera reconduit, ça je ne peux pas vous le dire, parce que tout simplement les négociations commenceront en 2022. Donc ça sera vos représentants nationaux et à la Caisse nationale d'assurance maladie de le dire, mais voilà, ce qui est certain, c'est que le dispositif sera maintenu. Ensuite, on a une autre question. Comment peut-on connaître sa file active et son percentile? Alors, pour cela, vous allez solliciter votre délégué assurance maladie qui va vous indiquer la file active, le nombre de patients file active et le nombre de patients médecins traitants. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Caisse nationale nous fournit une base de données 2 fois par an, une arrêtée au 31 décembre de l'année et une autre qui est arrêtée au 30 juin. Voilà, et c'est le délégué assurance maladie qui sera à même de vous donner la taille de votre patientèle vous concernant, qu'on soit médecin généraliste ou médecin spécialiste. Et enfin, on a une dernière question. Comment cela se passe si les objectifs ne sont pas atteints? Alors, qu'est-ce qui se passe? Et on peut se dire aussi quand il y a alors atteint partiellement, dans pas atteint, il y a atteint partiellement et pas du tout atteint. Alors, atteint partiellement. Donc, première et deuxième année de signature du contrat, on va vous verser l'aide financière sans vous demander quoi que ce soit en termes d'augmentation de patientèle. Simplement, vous aurez une visite du délégué assurance maladie qui viendra échanger avec vous sur l'augmentation de la patientèle. On commence à regarder ce qui se passe à partir de la 3e année. Donc, imaginons, 3e année, vous n'avez pas atteint, au 31 décembre, année plus 3, vous n'avez pas du tout atteint votre objectif. Alors, pour la 3e année, il y a quelques souplesses.
C'est-à-dire que si votre objectif est au moins atteint à 75%, vous allez percevoir la totalité de la rémunération prévue pour la 3e année de contrat. Si vous avez atteint votre objectif entre 50%, là dans notre exemple, imaginons notre médecin qui a atteint sa patientèle, qu'il a augmenté seulement de 75 patients, ce qui fait 50%, 250 patients, eh ben, il ne va pas avoir une proratisation de 50%, mais il va toucher 75% de la rémunération qui est prévue. Donc, si on atteint son objectif la 3e année, entre 50% et 75% de l'objectif attendu, on va avoir 75% de la rémunération. Par contre, en dessous, c'est proratisé strictement. Pour la 4e et la 5e année, c'est un petit peu moins souple. On va proratiser strictement l'atteinte, donc l'aide financière à l'atteinte de l'objectif. Par exemple, si vous n'êtes pas du tout arrivé à atteindre cet objectif de maintien, eh ben ça sera proratisé. Dans notre exemple, si la 4e année, notre médecin généraliste n'a toujours pas réussi à dépasser ses 75 patients en plus, eh ben, il aura non pas 75% de la rémunération, comme la 3e année, mais 4e année, il aura 50% de sa rémunération. Voilà, donc si on fait, je vais peut-être pas été très claire, plus 75% la 3e année, la 4e année, si on fait plus 50%, pardon, je me perds, on a la moitié de la rémunération la 4e année et les 3/4 de la rémunération la 3e année. Voilà comment ça se passe. On a une autre question sur le percentile. Si on emploie un assistant médical à plusieurs médecins, du coup, comment le percentile est calculé et comment l'aide au recrutement aussi? Première chose, le contrat qu'on signe avec l'assurance maladie est strictement individuel. Et on a souvent le cas, dans les cabinets, on va avoir un médecin, on va prendre le cas par exemple peu importe, de généraliste ou de spécialiste. On peut avoir un médecin qui est au percentile 30, donc le seuil minimum, un autre médecin percentile 50 et pourquoi pas un médecin percentile 95. Et bien en fait, les objectifs des médecins vont être fixés individuellement pour chaque médecin. C'est-à-dire que notre médecin, donc Pauline, si tu peux revenir, je vais t'embêter sur la slide d'avant, ça sera plus clair, voilà, super. Donc on a dit un médecin qui est percentile 30, un médecin qui est percentile 50 et un autre 95. Bon, le médecin qui est percentile 30, il va avoir eu, alors on va se placer dans le cadre d'un recrutement d'un tiers-temps parce que bon, 3 fois un tiers-temps, ça fait un temps plein. Donc le médecin qui est percentile 30, on va lui demander une augmentation de 20% de sa patientèle. Le médecin qui a un percentile 70, on va lui demander, ou 50 plutôt, médecin percentile 50, 15% d'augmentation de patientèle. Et le médecin qui a un percentile 95, eh bien, on va lui demander de maintenir sa patientèle. Tout simplement parce que c'est ce que je vous disais, cet accord sur les assistants médicaux, enfin cet avenant, tient compte de la situation professionnelle du médecin. Un médecin qui a 1500 patients, on ne peut pas lui demander le même effort d'augmentation de patientèle qu'un médecin qui en a moitié moins, 750 par exemple. Voilà. Donc en fait, même si c'est le même assistant médical qui intervient auprès des 3 médecins, chaque médecin aura des objectifs individualisés. Et j'en profite pour rebondir, c'est que vu que l'aide d'un assistant médical est minimum à un tiers-temps, un même assistant médical ne peut pas se partager plus de 3 médecins s'il y a une aide financière à tiers-temps. Si on prend une aide financière à mi-temps, seulement 2 médecins pourront se partager l'assistant médical. D'autres questions, Pauline ? Oui, on en a une dernière. Donc, cabinet associant médecin, kiné et ostéo, avec en plus l'idée de retraite d'ici 4 ans. Ce dispositif n'est donc pas pour moi. Est-ce exact? Eh bien, pas tout à fait. Alors, tout simplement parce que ça peut être, donc c'est le départ à la retraite n'est pas un frein pour recruter un assistant médical, surtout si vous projetez de partir à la retraite d'ici 4 ou 5 ans, parce que ça peut être un avantage pour prendre
un médecin qui va s'occuper de votre patientèle. Donc, vous pouvez prendre un assistant médical, voilà, et ensuite, le médecin qui prendra votre suite pourra continuer à employer l'assistant médical. Pour nous, ça sera de nous informer, bien évidemment, de la cessation du médecin qui part en retraite, de nous dire que le contrat est repris, entre guillemets, par le nouveau médecin, qui aura des objectifs qui lui seront propres. Et voilà, tout simplement, ça peut se faire. Voilà, il peut y avoir des médecins qui envisagent cette solution comme un plus pour qu'un nouveau médecin prenne leur suite à leur départ en retraite. Nous avons déjà eu ce genre de questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est bon. Donc du coup, nous passons à la dernière partie qui consiste à voir comment on s'organise et comment on forme un assistant médical. Donc cette fois-ci, on aura le témoignage de Madame Amélie Richard et de Julien Fabre. Alors concrètement, Mariama travaille souvent auprès de moi, dans le même bureau de consultation, notamment pour les nourrissons, elle les pèse, elle les mesure, en même temps que je prépare les vaccins par exemple. Elle peut être aussi dans un bureau toute seule, pour les bandelettes urinaires ou les électrocardiogrammes. Elle a aussi un poste, un ordinateur qu'on a mis en place au sein du secrétariat quand elle a de l'administratif à faire. Alors avec moi, Mariama travaille la plupart du temps dans un bureau séparé afin de commencer les consultations pendant que moi je termine la précédente. Elle m'aide beaucoup dans la gestion de mes patients chroniques afin de recueillir les constantes, les motifs de consultation, les bilans biologiques et les différents courriers des spécialistes avant que je la rejoigne pour finaliser les consultations. Mariama travaille sur 2 tiers-temps, à savoir avec le docteur Richard les mardis et vendredis, et pour moi les lundis après-midi et les jeudis journée complète. Alors nous avons formé Mariama nous-mêmes à certaines organisations du cabinet, gestes techniques au cabinet qu'elle a fait à côté de nous et qu'elle a appris sur le terrain. Quant à sa formation, sa vraie formation qu'elle doit faire dans un centre de formation, elle n'a pas encore commencé, mais elle devrait s'inscrire pour l'année prochaine. Alors, par exemple, sur le terrain, nous avons permis à Mariama d'avoir sa propre carte CPE et nous lui avons montré comment accéder et renseigner les dossiers sur notre logiciel. Nous lui avons également montré sur le plan du soin comment utiliser un électrocardiogramme, le bon positionnement des électrodes. Elle a très vite intégré cette donnée et elle nous sert maintenant de relais pour le montrer à nos internes par exemple. Alors concernant Mariama, elle n'a pas été forcément acceptée très facilement au début par les patients qui ont envie de voir quand même leur médecin. Mais petit à petit, elle s'est fait une place dans la maison de santé. Les patients maintenant la connaissent. Il y a une affiche à son nom dans la salle d'attente et elle fait partie du paysage. Mariama nous permet également d'améliorer notre flux de temps au cours d'une demi-journée et les patients lui en sont reconnaissants. De cette façon, moi j'ai pu prendre de nouveaux patients et parvenir en partie aux objectifs de patientèle médecin traitant fixés avec la CPAM. Donc, comme nous venons de voir, une fois les activités qui vont être déléguées définies, une fois le profil identifié, il faut aussi s'interroger sur l'organisation du travail, c'est-à-dire où est-ce que vous allez positionner cet assistant médical. Donc, dans le témoignage, vous voyez que ça peut être au sein du cabinet ou dans un bureau isolé. Et puis, il faut aussi penser à la formation, puisqu'effectivement, il y a un dispositif de formation national organisé autour d'un contrat de qualification professionnelle dont va nous parler Joël à présent. Voilà, donc avant de parler de la formation, nous allons nous intéresser aux missions et répondre à une des questions qui a été posée en début de webinaire. Et j'en profite également pour remercier Mariama Boukari qui a également accepté d'apporter son témoignage. Alors, quelles sont les missions confiées à l'assistant médical? Donc, je vous disais tout à l'heure que ce sont des missions larges et vastes, mais qui en aucun cas
se cantonne à des tâches administratives, c'est-à-dire que votre assistant médical n'est pas une secrétaire médicale. Bon, bien évidemment, une partie de ces activités peut être consacrée à ce qu'on appelle des tâches administratives. Bon, l'accueil du patient, par exemple. On voit Mariama Boukari tout à l'heure venir chercher les patients en salle d'attente. Ça peut être de la création et de la gestion du dossier informatique patient, par exemple, intégrer des comptes rendus d'opération. Voilà, ça peut être différentes choses, mais ça ne doit représenter qu'une partie de cette activité. Ensuite, pour les autres parties, ça peut être des activités en lien avec la consultation, l'aide à l'habillage ou au déshabillage pour un patient qui a des petits soucis physiques ou autres, la prise de constante, la délivrance de tests ou kits de dépistage. Ça peut être préparé et aider à la réalisation d'actes techniques, comme un électrocardiogramme, par exemple. Voilà. Et également, ça peut être de l'organisation et de la coordination. Alors, j'en parlais tout à l'heure au début, coordination avec des auxiliaires médicaux. Tout à l'heure, on avait l'exemple de ce médecin qui se posait la question, si je pars en retraite dans 4 ans, est-ce que ce dispositif va s'adapter à moi? Et puis, j'ai des auxiliaires médicaux. Voilà. Donc, l'assistant médical va faire la coordination avec les auxiliaires médicaux, que ce soit au sein ou à l'extérieur du cabinet, mais justement, qui ne nécessitent pas de connaissances médicales. Souvent, ce sont des choses que font le médecin, et là, s'il peut s'en décharger, l'assistant médical pourra le prendre en charge. Voilà. Alors, sinon, c'est également des liens. On va revenir en arrière, juste 30 secondes. Je promets de ne pas être trop bavarde. Voilà. Alors, j'ai vu une petite question s'afficher là qui s'est intercalée sur le temps que peut prendre chacune de ces 3 activités. Ce sont des familles d'activités. Alors, en fait, le temps, il est laissé au choix du médecin. Donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On ne fait pas 90% de tâches administratives et 5% de coordination. Non. Il faut qu'il y ait un équilibre entre ces 3 types d'activités, où on peut très bien imaginer que l'assistant médical soit positionné quasi exclusivement sur des tâches en lien avec la consultation, fasse un petit peu d'administratif et pas du tout d'organisation et de coordination. En fait, c'est le médecin qui va choisir. On a vu tout à l'heure avec les docteurs Fabre et Richard qu'en fait, la montée en compétences est progressive. L'assistant médical, il n'est pas à 100% de ses compétences en arrivant. Donc, c'est à la fois de la formation au cabinet, c'est à la fois de la formation en organisme de formation. On va le voir d'ici quelques secondes. Donc, c'est le médecin qui choisit la nature des tâches, du moment que ce ne soit pas 100% administratif, et également la répartition en temps. Voilà. Et on va justement, maintenant qu'on vient d'identifier les missions de l'assistant médical, on va voir un petit peu le cursus formation. Alors, je ne vais pas vous détailler le cursus formation. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour une personne qui a le profil non soignant, c'est-à-dire qui n'est ni infirmier, ni aide-soignant, ni ambulancier, on va y revenir, ces 3 catégories d'emploi, mais pour une personne qui est non soignant, le cursus de formation doit se suivre dans sa totalité. Et donc, vous allez constater qu'il y a 4 grands blocs de formation qui sont en lien avec les 3 grands axes de mission que nous venons de voir. Donc, il y a tout ce qui est parcours de santé du patient, il y a l'accueil et la prise en charge administrative des patients, il y a hygiène et qualité, et il y a assistance opérationnelle aux praticiens. Ce qu'il faut savoir, c'est que la totalité de la formation suivie dans son ensemble fait à peu près l'équivalent d'une dizaine de semaines de formation. Une partie se fait en présentiel, une autre partie peut se faire à distance. Voilà, et c'est le centre de formation qui est en charge d'équilibrer les contenus de formation en présentiel, en distanciel. En ce qui concerne on va juste rester sur cette slide, j'en ai plus pour très longtemps, voilà. En ce qui concerne les profils soignants, ils vont rencontrer l'organisme de formation et il va y avoir identification des modules, entre guillemets, qui leur manquent
ou qu'il souhaite réviser. C'est-à-dire, si un non-soignant va suivre une formation de 10 semaines, environ, pas les 10 semaines les unes à la suite des autres, ça va être étalé sur une durée ça dépend des organismes de formation, de 1 an à 2 ans, plus souvent 18 mois. Voilà. Le soignant va suivre qu'une partie de ces heures. Alors, je ne peux pas vous dire combien d'heures parce que ça va dépendre déjà de son expérience professionnelle et aussi peut-être, enfin même certainement beaucoup, des missions que souhaite lui confier le médecin. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette formation est sanctionnée par un certificat de qualification professionnelle, un CQP, c'est-à-dire qu'un profil non soignant va suivre la formation dans son intégralité et disposera du CQP. Le personnel non soignant, sous certaines conditions s'il le souhaite, pourra également passer le CQP. Voilà, et je pense que j'ai fait le tour du dispositif de formation. Alors, au niveau des organismes de formation, à ce jour, c'était vraiment au mois de mai, il y a un mois, c'est encore vrai aujourd'hui, il y a 12 organismes nationaux qui ont été agréés par le ministère du Travail et de l'Éducation pour dispenser cette formation. Bien évidemment, cette liste peut évoluer. Vous aurez sur le PowerPoint le lien pour accéder à cette liste de centres de formation agréés. Et en région Aura, il y a 3 centres de formation qui sont agréés, un dans l'Allier, un dans le Rhône et un dans l'Isère. Voilà. Donc, je pense vous avoir donné l'ensemble des informations sur la formation. Est-ce que, Pauline, dis-moi, est-ce qu'il y a des questions? Oui, on a une question sur la partie précédente. On a dû y répondre, mais peut-être ça serait bien d'y revenir dessus. Pas de Donc, souci. un même assistant médical peut être partagé entre 3 médecins. Oui. Donc, entre parenthèses, 3 équivalents, un tiers-temps pour le même assistant égale un temps plein. Oui, tout à fait. Alors, il faut aussi se projeter même dans l'environnement du Code du travail. Un temps de travail classique, c'est un tiers-temps. Donc, en fonction des professions, on va se placer sur le temps classique, c'est 35 heures. Donc, on ne peut pas… Alors, je vous ai dit tout à l'heure que le contrat d'assistant médical fait par l'assurance maladie, donc qui est une aide financière, la durée affichée peut être inférieure au contrat de travail de l'assistant médical. C'est-à-dire, on peut financer à hauteur d'un tiers-temps, alors que l'assistant médical travaille effectivement à mi-temps. Bon. Par contre, en ce qui concerne le cumul, on ne peut pas, s'il y a 3 médecins qui souhaitent se partager un assistant médical, ça ne peut pas être supérieur à un tiers-temps. Parce que, 3 fois un tiers-temps, ça fait un temps plein. S'il y en a 2 qui ont un mi-temps et le 3e qui a un tiers-temps, la personne va travailler un tiers de plus que ne l'autorise le Code du travail en France, tout simplement. Nous, on ne s'occupe pas du contrat du travail, mais cependant, on doit tenir compte de la réglementation en vigueur. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu clairement. Voilà. Donc, si 2 médecins souhaitent se partager le même assistant médical, soit ils prennent chacun une aide financière à tiers-temps, soit grand maximum à mi-temps. Voilà. J'espère avoir répondu. Pauline, d'autres questions? Oui. Est-ce que la CPAM a un droit de regard sur le contrat de travail? Alors, oui et non. Alors, le droit de regard, nous on va se replacer dans le cadre du contrat d'aide au financement de l'assurance maladie. Nous, on donne une aide financière si la personne employée est bien employée comme assistant médical. D'accord? Donc, nous, dans le contrat de travail, on va devoir s'assurer que la personne est bien recrutée en tant qu'assistant médical et qu'elle fait bien des activités en lien avec le métier d'assistant médical. Donc, comment on fait? On demande donc au médecin, bien évidemment, de signer le contrat d'aide au financement de l'assistant médical, mais on lui demande de nous donner également une copie du contrat de travail. Alors, les mentions telles que le montant du salaire, l'adresse de la personne peuvent être barrées. Nous, ce qui nous intéresse de voir, c'est le temps de travail affiché dans le contrat de travail, pour les raisons que je vous ai exposées tout à l'heure. On ne peut pas financer plus
que le temps réel que la personne passe en tant qu'assistant médical. Voilà. Et on doit vérifier également les activités. Donc, si les activités de la personne ne sont pas inscrites dans le contrat de travail qui a seulement marqué assistant médical, on va demander également que le médecin nous joigne une fiche d'activité, une fiche de poste, mais très succincte en fait, qui donne les grandes lignes. Voilà. Mais on n'a pas, on peut pas déjà, on n'a pas ni la compétence ni la légitimité pour le faire. On n'a pas conseillé sur la nature du contrat de travail. Il y a d'autres personnes qui vont le faire bien mieux que nous, hein, des comptables. Enfin, il y a plein de votre URPS. Enfin, il y a plein de possibilités. Votre syndicat, etc. Enfin, toutes les aides que vous pouvez avoir. Voilà. Donc nous, on n'intervient pas sur du conseil en contrat de travail. Et pas non plus en formation. Hein. La formation, ça relève du droit du travail également. Donc, nous, on se contente simplement de vous donner l'adresse mail, enfin l'adresse du site, pardon, pour avoir accès à la liste des organismes de formation, mais on ne va pas au-delà. On ne peut pas conseiller un organisme plus qu'un autre. J'espère avoir répondu à la question. D'autres questions, Pauline? Non, c'est bon de notre côté. Donc, on va terminer avec le témoignage de Mariama, qui est l'assistante médicale des docteurs Richard et Fabre. Alors, le travail d'assistante médicale m'apporte une certaine confiance en moi. C'est vraiment un grand plaisir de travailler avec des médecins. C'était un rêve d'enfant, c'était ma passion, mais j'aime bien discuter avec les patients, et le fait que le patient me parle de son motif de consultation, le fait que j'aime beaucoup aussi le soin, donc le fait de prendre les mesurations et tout, donc ça m'a vraiment, je les ai appris ici au cabinet et ça m'a beaucoup fait plaisir. Le mot de la fin, c'est que nous avons construit jusqu'à aujourd'hui une façon de travailler avec Mariama. Cette façon de travailler, elle est aussi à créer, à inventer, en constante évolution. Et ce sera certainement encore différent demain. Effectivement, nous espérons dans les prochains mois trouver de nouvelles missions pour Mariama dans l'intérêt collectif de notre MSP. Eh bien voilà, nous voici au terme de notre webinaire. Nous espérons vous avoir convaincu de l'intérêt de recruter un assistant médical. On vous remercie pour votre disponibilité pour cette première. Les équipes de la Caisse primaire d'assurance maladie sont à votre écoute si vous voulez aller plus loin. Donc, bien votre délégué d'assurance maladie, mais également le service de Joël, qui est le service de promotion pour l'exercice coordonné. Je vous souhaite une bonne journée à tous. J'espère vous retrouver sur un format identique, sur un sujet que vous n'hésiterez pas à nous donner. On espère que vous êtes plein d'idées et que vous n'hésiterez pas à nous communiquer des souhaits auxquels on vous répondra par ce biais-là. Bonne journée à tous. Bonne journée, merci à tous. Merci pour cette participation. On vous rappelle, avant de partir, que ce webinaire est disponible en replay sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie. Les liens vous seront donnés dans les supports de communication qui vous seront aussi transmis sur amélie.fr, notamment la foire aux questions auxquelles on a répondu tout au long du webinaire, les supports de présentation, les vidéos des docteurs Fabre et Richard, et ainsi qu'un sondage de satisfaction vous sera envoyé par mail pour nous faire un petit retour sur ce premier webinaire pour la CPM du Puy-de-Dôme. On vous souhaite une très bonne journée et merci beaucoup à vous.